Bienvenue dans ce 8e épisode de Jamais trop tard. Aujourd'hui, on va aborder les forêts, la forêt de Eva Jospin. Donc là, c'est une œuvre en particulier que j'ai mis pour illustrer le podcast qui est La forêt, qui date de 2012. Mais il faut sachez que elle a fait beaucoup d'autres forêts de ce type. C'est vraiment une thématique récurrente dans son travail, parmi d'autres. Et donc, je me suis dit que ça allait être le moment pour justement avoir cette thématique autour de la forêt. Avec Asvold, c'est une thématique, désolée, je rote, c'est une thématique que l'on aime particulièrement. Je sais pas, ça nous. Je pense on a toujours. On a vécu tous les deux à la campagne, on a toujours eu un rapport aux arbres et tout ça. Et bah ouais, c'est une thématique qui nous botte un peu. Et c'est une thématique pour laquelle qu'on a tous les deux abordé à notre tout premier master, notamment Asvold, parce que lui, c'était vraiment sa thématique de master. Moi, ça ne l'était pas, mais ça l'englobait un peu. Quand on a fait l'école des beaux-arts. Donc voilà. J'ai failli répondre Toi, oui, t'étais maîtresse. Toi, t'étais sur la marche. Moi, j'étais sur la Du... marche, et donc notamment marcher dans le paysage, dans la nature, etc. Et Asvold, c'était quoi ta thématique exactement? C'était la forêt, C'était mais la forêt, c'était le... Comment ça s'appelait exactement? C'était en gros sur le rapport entre l'homme et la forêt. ah oui. Imaginaire, collectif, tout ça, tout ça. Donc là, on est vraiment dans une Ouais. thématique que Asvold connaît et Mhm. aime particulièrement. Oui, tout à Hop, fait. tout à fait. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous connaissez Eva Jospin? C'est une artiste française qui vit et travaille à Paris. Et ces derniers temps, on a quand même pas mal entendu parler d'elle. C'est une artiste contemporaine. Et c'est une artiste qui, globalement, en ce moment, fonctionne plutôt bien. Elle tourne beaucoup. On la voit quand même beaucoup, notamment parce qu'elle a fait tout un travail avec Dior. Enfin, voilà, elle a fait pas mal de choses. Donc, on a vu passer son nom et pour une raison que vous avez peut-être devinée, puisque c'est la fille de l'ancien Premier ministre français. Notre cher Lionel Jospin, qui est décédé il y a pas longtemps. Voilà, donc c'est sa fille. Mais bon, Nepo Baby, mais talentueuse pour le coup, vraiment très talentueuse. Donc voilà, est-ce que vous connaissez déjà cette œuvre? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous pourriez en dire déjà au premier coup d'œil? Qu'est-ce que vous voyez? En plus, là, j'ai été gentille, j'ai fait un giga zoom dans l'œuvre. Vous avez quand même quelques indications au niveau de la dimension de l'œuvre. Euh, Mais voilà, est-ce que vous, ça vous parle? N'hésitez pas à me dire dans le chat si ça vous parle et tout. Pendant que le chat répond, Mhm, j'ai recherché mon mémoire parce que je me souvenais plus du nom. mhm. Tu vas rire. Mon mémoire s'appelait Génie du lieu, Ah! avec comme sous-titre Histoire d'humains et de forêt. Voilà. Le génie Voilà, du lieu, voilà. c'est le Genius Loci, et c'est de là que vient mon pseudo. Voilà, voilà. Finalement, tout est bouclé et Tout est lié. tout est Ah là lié, là. hein. Je connais, Wikatu a connaît, puisque on a découvert, enfin, on n'a pas découvert, on connaissait déjà, mais on a déjà vu l'une des œuvres de Eva Jospin au musée de la chasse qui est à Paris, dans le quartier du Marais. Alors, c'est peut-être un musée, ça peut dérouter comme ça, musée de la chasse, bon voilà. Il y a pas mal d'animaux empaillés, des trucs comme ça, mais c'est un musée avec beaucoup de second degré et même plus que ça, qui a un sens de l'humour et comment dire, qui est très humaniste et qui est très dans la nature, le rapport à l'homme avec la nature. Ils Un ont... musée que je conseillerais, moi, à des gens qui sont pas trop musées, parce qu'il est Oui, tellement bizarre et ouais. un peu hors norme. C'est un côté cabinet de curiosité, si vous Mm. voyez ce que c'est. Il y a plein de trucs dans tous les sens. Il y a plein de... T'as parlé d'animaux empaillés, mais il y a plein de cornes, il y a plein Mm.
de, je sais pas, de vieilles armes. Les expositions sont toujours hyper étranges et intéressantes. En plus, le bâtiment lui-même, c'est au plein cœur du Marais, c'est Mm. hyper biscornu, il y a des salles partout. Donc, ouais, c'est un musée. Si vous n'êtes pas trop habitué des musées, que vous êtes dans le coin, ouais, Ouais. bah, je le conseillerais. Et c'est un musée qui, globalement, donc il y a quand même quelque chose d'assez, on va dire, d'assez officiel avec tous ces animaux empaillés et tout. Mais en fait, c'est mis en regard avec beaucoup d'œuvres contemporaines. Par exemple, quand vous arrivez, c'est con, hein, mais le détail, quand vous arrivez à l'accueil du musée et que vous relevez la tête et que vous regardez le plafond, vous avez des pattes de canard comme si, donc ce sont des sculptures, mais en gros, vous voyez comme si vous étiez dans une mare sous l'eau et que quand vous relevez la tête, vous voyez des canards se balader sur l'eau avec leurs petites pattes qui font ça pour avancer. Et ben vous, vous êtes sous le canard et voilà. Mais en fait, c'est vraiment je dis ça parce que c'est vraiment l'humour du musée. C'est vraiment ce qui caractérise vraiment profondément le musée. Et vous avez tout au long des œuvres à la fois sublimes et à la fois avec beaucoup de second degré qui dédramatisent vraiment la thématique qui peut être forte, enfin qui est forte et qui peut être lourde même, qui fait beaucoup débat en tout cas. Et bon, c'est pas le sujet du soir, voilà, on n'en parle pas. Euh, mais voilà, c'est un sujet qui est vraiment un musée, pardon, qui est très très intéressant. Et vous avez l'une des œuvres de Eva Jospin. Je rattrape vos commentaires. Alors, on dirait qu'on regarde des cheveux au microscope. Pas taper, moi, c'est ce que ça me donne comme impression. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord avec toi. Un zoom comme cela, on pourrait penser que le sujet est plus brindille. Buisson. Ouais. Bah, on est dans la thématique en tout cas. Alors non, je ne connais pas cet artiste. Quant à l'œuvre, j'ai l'impression de voir des bâtons de réglisse. Ah, c'est marrant. C'est marrant de voir tout ce que ça vous fait, vous, ce que ça vous fait penser. Je ressens une forte impression d'obscurité et de profondeur, comme si quelque chose était volontairement dissimulé. Ouais, je suis du même avis que Sino. Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est super intéressant. Je vais peut-être dézoomer un peu dans l'œuvre, ça pourrait être pas mal. Je vais juste préparer avant de vous montrer. Globalement, c'est pas forcément la même œuvre, mais vous allez vite comprendre, elle en a fait beaucoup. Ça, c'est une autre de ses œuvres qui a la même thématique et qui a été faite un tout petit peu plus tard, dans les Votre, en 2021. à Je vais votre vous avis, c'est montrer. fait en quoi? Un petit point technique. Enfin, je laisse Ouais, le chat réfléchir à oui, ça oui, vas-y. pendant que tu montes la suite. Cette œuvre a une âme carrément. Ouais, on pourrait illustrer les contes de notre enfance avec. Oui, tout à fait. C'est marrant ça. C'est marrant. Eh oui. À quoi ça vous fait penser le matériau? De la paille, ok. Alors, ce n'est pas de la paille. Je connais l'artiste, c'est de la triche. Alors, dis rien pour le moment, dis rien. Je regarde, ça se trouve, c'est écrit dans le titre. Non, même pas. Non. Je pense pas que j'aurais trouvé, tu vois, si j'avais pas. Je connais son médium. Ok. On dit rien, on dit rien. On regarde Et s'il y a d'autres personnes qui peuvent deviner. peut-être Est-ce que tu peux zoomer un petit peu sur la partie droite? Peut-être que là on le voit de l'œuvre. C'est quoi? Ouais, là on le voit. Du papier mâché, pas loin. Du carton, oui, c'est du carton. Tout à fait. En vrai, quand on ne sait pas, c'est fou la technique. Oui. Attendez, comment je fais? Hop. Ce que vous voyez là, c'est uniquement du carton. Je n'entends plus. Comment ça, tu m'entends plus? C'est C'est revenu. bon? Ok. C'était sur Discord, t'inquiète, pardon. Il est bien travaillé. Ouais, hein.
Alors, Eva Jospin, elle a fait des études d'art et dans un premier temps, par souci économique, on va dire, ben, le carton, c'était une facilité parce que bah, c'est quelque chose qu'on voit en masse, qui est qu'il est facile de se procurer, qu'on peut travailler plutôt facilement, qu'on peut même tordre. Enfin, vous avez plusieurs types de cartons. Vous avez des cartons plus souples, vous avez des cartons plus fermes. En plus, le carton, il a plusieurs couches. Donc, vous pouvez le séparer pour que ça soit plus fin. Vous pouvez en coller les uns aux autres parce que comme ça s'apparente quand même à du papier et tout ça, c'est quand même assez facile à coller. Donc, ça a quand même beaucoup de qualité. Salut Sam, comment tu vas? Ça a quand même beaucoup de qualités qui permettent de le manipuler pour faire un peu ce qu'on veut. Je ne sais pas si tu as entendu, Sam, quel était le matériau de cette œuvre. C'est rigolo aussi de faire un sujet de nature avec un matériau qui est utilisé pour des maquettes en archi-rapport de tailles différentes aussi. J'en peux plus, je vais peut-être trop loin. Alors non, c'est hyper intéressant parce que moi, j'y avais pas du tout pensé. Moi, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'ai plus pensé au fait que je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une espèce de cycle qui se fait parce que ben, le carton, il est fait à partir de quoi? Il est fait à partir d'arbres. Donc, on est déjà dans la forêt, on coupe des arbres. Ensuite, on fait du carton. Le carton, on en surproduit, on le jette beaucoup. Et là, on a une artiste qui le prend, qui le recycle pour en refaire des forêts et des arbres. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant l'espèce de cycle qu'on a avec cette œuvre au final. Et ça, c'est la réflexion que je me suis faite. Je ne sais pas si c'est une réflexion que elle s'est faite, mais en tout cas, moi, c'est une réflexion que je me suis faite. Je tape super vite, désolée pour les fautes de frappe. Il n'y a pas de souci. Oui aussi. Est-ce qu'on essaye de revenir un petit peu sur le moins en profondeur? Est-ce qu'on essaye de revenir un petit peu sur l'œuvre en elle-même? Donc on disait le carton, c'était un moyen donc peu économique, disponible en grande quantité, qu'elle peut travailler sous toutes ses formes. Donc quand on a une contrainte économique, quand on est étudiant et tout, c'est quand même pratique, il faut le dire. Euh, En plus, ça permet très facilement de faire un travail d'assemblage et aussi ça permet de pouvoir très facilement réparer en quelque sorte si vous abîmez des choses, etc. Quelle est la profondeur de l'œuvre? Eh bien, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais par Ça a contre, l'air je peux d'être vous 1 mètre, un montrer. truc comme ça, Voilà, je peux vous montrer ça. à vue d'œil. Ouais. Vous avez une armature en bois et après, elle vient poser ses strates de carton dessus. Elle travaille à plat. En tout cas, ses œuvres, je vais vous montrer, j'ai plein de photos. J'ai une photo en atelier et toutes ces forêts, elles sont à plat. Le travail de profondeur est fou. Oui, hein, c'est vraiment incroyable. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un matériau qui vraiment enfin, qui donne vraiment des possibilités en termes de forme, en termes d'épaisseur et tout ça. Donc, il faut se dire qu'il y a vraiment une. Je pense que ça fait partie des matériaux qui sont les plus, en quelque sorte, les plus agréables à travailler. Enfin, je sais pas. Parce que pour moi, avoir fait déjà des sculptures avec du carton, c'est assez cool. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Ouais, c'est tellement simple à manier, ça se ouais, c'est déchire ça. comme tu veux, tu l'arranges Même au comme tu veux. cutter, Et je ça pense se coupe qu'il y a, facilement. je pense qu'il y a aussi cette dimension cheap Mhm. qui vient jouer là-dedans. Parce qu'avec certains matériaux, t'as peur de gâcher, entre guillemets, t'as Ouais. peur de... Tu te dis, putain, si je veux foire le truc, j'ai niqué 100 balles Mm. sur de l'argile, des trucs Ouais. comme ça qui sèchent en plus. Le carton, bah, t'as raté un truc, c'est pas très grave, tu le réutilises pour un autre Oui, machin. c'est ça. Et c'est un plaisir de... Tu fais ce que tu veux, et de toute façon, on s'en fout, c'est pas grave. En fait, je pense que oui, en effet, il y a toujours ce truc où le carton, même le moindre petit morceau, le petit bout, etc., peut Mm. toujours être utilisé et réutilisé. Et ça, déjà, c'est hyper intéressant. Les buissons et les brindilles sont placés aléatoirement pour obtenir un aspect aussi naturel que possible. Oui, oui, oui. Ah, on sent quand même qu'il y a la volonté d'essayer de reproduire quelque chose qu'on a déjà vu. Enfin, je veux dire, on est
je pense, j'ai pas envie de m'avancer trop, mais je pense que globalement, on a tous déjà mis les pieds dans une forêt. Après, en fonction des pays et du type de forêt, vous allez avoir des choses très différentes, mais je pense qu'on peut comprendre l'aspect dense d'une forêt avec des arbres parfois qui se répètent et le fameux tapis des sous-bois que vous allez avoir, ou des forêts que vous allez avoir au sol avec tous ces petits buissons, ces machins, ces trucs. Un sous-bois bien sec, ouais. En tout cas, c'est un lieu qui est très ancré, déjà, je parle de la France, en France, enfin, de manière globale, sur la planète, les forêts, c'est 30% de la Terre immergée. Émergée. Comment on dit Émerger. émergée? Immerger, c'est dans l'eau. Voilà, émergée. Donc, 30% de la Terre, de la planète, c'est des forêts. Ce sont des forêts. Et en France, il n'y a jamais eu autant de forêts que maintenant. On Ouais, se dit un peu les forêts reculent, pas en France. En France, on n'a jamais été aussi boisé. Au ouais. Moyen Âge, notamment avant la peste noire, il y a pas grand forêt. Mhm. Beaucoup moins que maintenant. Donc on a ce rapport très intime. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est le côté massif de l'œuvre, même pas tellement en taille, parce qu'il y a plein d'œuvres qui Ouais. sont plus grandes, c'est pas la Mhm. question, c'est que tu te mets devant, même sur une image sur Ouais. PC, t'as vraiment l'impression d'être pris dedans, Mhm. avec Ouais, on a. l'épaisseur, avec le fourmillement des détails, avec la profondeur qui fait que tu as carrément des noirs profonds quand tu regardes Ouais. entre les branches. C'est vraiment... Ouais, ça fait tout de suite appel à l'imaginaire, au conte, comme disait Luna, je crois. Ouais, c'est assez impressionnant. Cet environnement donne forcément l'impression d'abriter de nombreux insectes. Oui, on a l'impression que ça fourmille, qu'il y a des choses. En fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous. Alors, je sais. Enfin, moi en tout cas, je vais parler pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que quand je regarde ces œuvres, qu'il y a quelque chose qui me regarde, mais que je ne perçois pas. Je sais pas si vous voyez si vous comprenez l'effet que ça me fait et tout. Ouais, On dirait que c'est le quelque chose côté... nous observe. Exactement, Nao. Moi, mm, j'ai ce côté-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque ouais. chose, quelque part dans ces brindilles, d'inerte et de silencieux qui m'observe. Oui, depuis tout à l'heure, je me dis ça. C'est marrant, hein. Ça marche C'est bien. assez fort et intéressant qu'elle ne fait pas de représentation d'animaux ou quoi. Ouais, Mais ouais, c'est tellement évocateur qu'on a tout le temps l'impression qu'il y a un truc un méchant caché loup. quelque part, quoi. C'est vrai, un méchant loup. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce que sont les forêts primaires et les forêts secondaires? Et quelle est la différence entre les deux? Asvold, je sais qu'il connaît. Mais est-ce que vous, ça vous Peut-être. parle? Pour ce qui est forêt primaire et forêt secondaire, et la différence entre les deux. Ça me permet de re-regarder mes anti-sèches. Non? Alors, les forêts, est-ce que primaire, c'est qui est là de départ? Déjà entendu parler, mais pas plus, pas planté par les humains. Il y a de ça met dedans. En gros, les forêts primaires, ce sont les forêts, on va dire, naturelles. Celles qui étaient là et qui, voilà, qui n'ont pas subi de transformation par l'homme, ou qui n'ont pas été Avec une, créées par l'homme. avec une petite nuance, si je puis me permettre, Vas-y, vas-y. c'est ouais, qui n'ont pas été créés par l'homme, ou en tout cas qui n'ont pas été entretenus par l'homme depuis Ouais. très longtemps. Puisque en fait, la plupart des forêts primaires telles qu'on l'entend aujourd'hui, elles sont pas là depuis, je sais pas, le Dévonien, le Jurassique ou Mhm. tout ça. C'est juste qu'elles sont plus, elles sont pas cultivées par l'homme comme on a par exemple, bah, pour le coup en France, où nos forêts sont très cadrées. Par exemple, la forêt amazonienne, en réalité, on le sait peu, mais elle n'est pas si ancienne que ça. Et il y a un temps où quasiment toute la forêt amazonienne, en fait, c'était des terres cultivées. Mhm. Un truc qu'on s'est rendu compte de ça dans les 20 dernières années. En remontant dans les sols, on trouve des traces de culture un peu partout Mhm. en forêt amazonienne. Et maintenant, c'est une forêt primaire, puisqu'elle elle était abandonnée depuis tellement longtemps qu'elle Ouais. a retrouvé ce statut-là. Donc les forêts secondaires, en contrepartie, ce sont les forêts qui sont façonnées par l'homme. Et il faut se dire que donc sur les 30%
Donc on a dit il y a 30% des terres de la planète qui sont recouvertes de forêts et que sur ces 30%, il y a moins de 10% qui sont des forêts naturelles. Toutes les forêts globalement, telles qu'on les connaît, elles ont été, enfin l'homme a l'a remaniée, l'a retravaillée, etc. Ou même créé. Ça arrive aussi. On crée, on déboise pour reboiser et ça arrive. Donc en vérité, des forêts naturelles, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, la forêt fait partie de ces lieux que l'on retrouve, j'ai envie de dire, presque de manière universelle dans les contes, les mythes et les légendes. C'est vraiment, c'est dans l'imaginaire, c'est un lieu que l'on retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays différents. C'est vraiment quelque chose qui est habité par l'imaginaire de l'homme, l'homme avec un grand H. Blurp. Pardon, je rote. J'ai mangé avant, hein. C'est terrible, hein, à chaque fois. Et donc, Eva Jospin, elle travaille quand même avec ça en tête. Elle travaille avec l'imaginaire que l'homme se fait de la forêt. En fait, elle part pas dans une représentation de la forêt, mais elle, ce qui l'intéresse, enfin, elle fait une représentation de la forêt, mais c'est pas le plus important pour elle. Le plus important pour elle, c'est vraiment ce que la personne, le spectateur, va ressentir en regardant ses œuvres. Et en gros, ce que ça va globalement, comment dire, le bagage que ça va ramener à la personne. Des fois, ça va nous faire des souvenirs d'enfance, de choses qu'on a pu voir, lire, ou même nous, en nous ayant promenés dans une forêt. Enfin, je veux dire, la forêt, c'est beaucoup de choses très différentes. Euh, Ça va être le lieu, un lieu de promenade du dimanche, où on va aller pour faire le sport, se promener en famille, etc. C'est aussi un lieu, le lieu de la frousse, c'est le lieu un peu terrifiant, c'est celui où les nuits sont noires, là où on va rencontrer justement le grand méchant loup, où vous avez des animaux sauvages, mais c'est aussi un lieu où on a des peuples, on a encore des peuples qui vivent dans des forêts. On a c'est un peu un lieu de sanctuaire, c'est le lieu des esprits. Et c'est aussi l'arbre de manière générale. C'est aussi au même titre que la montagne qu'on a vu la dernière fois, il y a 2 semaines, sur notre épisode de Jamais trop tard. C'est au même titre que la montagne, il fait le lien entre la terre et le ciel. Donc en gros, la vie et la mort, hein, en quelque sorte, où on a les racines ancrées dans la terre et les branches qui sont tournées vers le ciel. Donc on a vraiment beaucoup de symbolique autour de la forêt. Et la forêt, elle apparaît dans plein de contes et légendes. Par exemple, en France, on a la forêt de Brocéliande. Brocéliande, le druide, la magie, tout le tralala. On a quand même en Europe et aussi en Inde, on a tout un truc autour des ermites, les ermites qui se retirent en forêt pour vivre en harmonie avec la nature, seuls dans la nature. J'ai vu quelques petites choses qui m'ont fait sourire, par exemple en Allemagne, enfin sourire entre guillemets. En Allemagne, ils avaient pour habitude de prononcer une prière d'excuse avant d'abattre un arbre en forêt. Donc c'est un peu, je suis désolée, je te prie de m'excuser, mais je vais te tuer. Voilà, c'est ça, mot pour mot. Et bah, aussi, ce qu'on peut retrouver beaucoup dans les mythes, notamment, c'est l'arbre de la vie. Ce fameux arbre de vie qui est représenté dans plein de contes, dans les contes nordiques aussi, je crois. Bien sûr. Euh, Dans la mythologie nordique, c'est ouais, Yggdrasil, oui, c'est ça, l'arbre qui lie tous les mondes entre eux. exactement. Enfin bref, vous avez, en fait, la forêt, c'est vraiment, je pense que ça fait partie des paysages qui nous racontent à tous une histoire. Presque, c'est universel, voilà, c'est un sujet presque universel qui va nous raconter des choses et qui va nous faire vivre des choses et qui va nous remémorer des choses. Et je pense que c'est un lieu qu'on imagine tous d'une certaine manière. Et c'est à la fois féerique de vie et d'horreur. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Toi, Asvold, ça te fait penser à quoi, toi, la forêt? Bah, en fait, je suis en train de me dire que
Si c'est aussi important, c'est que je pense que c'est un des lieux qui échappe le plus, entre guillemets, à l'humain. Alors beaucoup moins maintenant dans des forêts qui sont très calibrées, qui sont... Voilà, la forêt en France, elle est très normée. Mais je me dis, c'est un aspect complètement différent de la montagne qui domine, qui est un peu aride, Mhm, qui a ce côté terrible et terrifiant, mais parce qu'elle peut tuer facilement. mhm. La forêt, il y a comme les œuvres d'Eva Jospin, il y a ce côté, il pourrait y avoir n'importe quoi en forêt. Ouais, il pourrait Ça en nous fait. échappe complètement. Ouais, c'est le côté. En fait, on n'est pas trop sûr. Mm, C'est à la fois safe et à la fois ça peut mm. vite tourner au drame. Et en même temps, les forêts pour tous les peuples de tout temps, alors, bon, plus maintenant dans une société industrielle, mais c'est aussi un endroit qui est nécessaire Mhm. parce qu'on est obligé d'aller récolter du bois, parce qu'on est obligé de bois pour le chauffage, outils pour construire des maisons, parce que on va chasser, gros gibier, petit gibier. Mhm. Pendant très longtemps aussi, les cochons, les cochons domestiques, on allait les nourrir en forêt, notamment les forêts de chênes, pour qu'ils mangent les glands. Mhm. Donc c'était souvent des enfants qui allaient en forêt avec un immense troupeau de porcs pour les faire manger. Ok, ça je savais Et pas. c'est comme les bergers, mais voilà, il y a Mhm. eu toute une pratique autour de ça. C'est assez intéressant d'ailleurs. Donc je pense aussi que ça laisse des traces dans l'imaginaire collectif de t'as un gamin de 8 ans avec Oui, avec 20 cochons, les cochons du village, au milieu d'une forêt de chênes. Je pense que ça laisse pas, ça marque un peu ton imaginaire, quoi. ouais. Et puis dans les périodes de disette, ben il y a quand même il y a quand même des risques qui sont importants. Plus tout ce que ça implique en termes de vie, etc. dans certaines périodes. On parlait des ermites, mais la forêt, ça a été aussi un lieu de refuge pour les bandits à pas mal d'époques. Mhm. Donc c'était aussi quelque chose qui était envisagé, et c'est toujours le cas maintenant, hein. Je veux dire, dans les forêts d'Amérique centrale, les FARC, Ouais. qui sont toujours, ils sont toujours des narcotrafiquants, c'est toujours un lieu qui échappe, entre guillemets, à la société, Mhm. qui échappe à la ville. Je Mhm. disais je disais dans mon mémoire que c'était la forêt, c'est le reflet inversé de la ville. Oui. C'est un lieu où on peut vivre, mais voilà, qui est une sorte de miroir déformé de ce qui se passe en ville. Et, Oh, euh, Robin des Bois, ouais, et bien ce sûr. qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, actuellement où on est à raison très préoccupé par le climat, etc., bah, la forêt, elle est quand même assez centrale dans tout ce qui est euh, pas climat, je sais pas comment le dire plus, mais on parle souvent des arbres qui avalent le CO2, gna gna gna, et qui purifient un peu l'air, etc. Et on parle souvent des forêts comme des poumons sur Terre, etc. Donc on est quand même sur même une zone un peu de survie à plus grande échelle, en fait. Mm. Alors que, petit point intéressant, en fait, les algues font aussi beaucoup de Oui, boulot. Mais ça marque moins l'imaginaire, un tas d'algues, bizarrement. oui, ouais, bizarrement. Salut Pisto, comment ça va? La forêt, c'est l'image pure du cycle de la vie. On y voit la vie, la mort et tout ce qui meurt nourrit le vivant. Oui, c'est vrai. Refuge de la résistance comme les montagnes aussi, lieu qui échappe presque au temps. Tout à fait. Robin des Bois, ouais. C'est pas rien que le poumon de la terre, c'est une forêt. Et oui, beaucoup moins Plus d'aura les dans, algues, j'avoue. Ah. Alors que les plus dans algues. Robin des Bois, il y a un truc. Il y a en plus tout un truc avec un arbre, non? Avec un vieux chêne. Je me rappelle pas de Robin des Bois, je l'ai pas revu Il me semble, je l'avais justement récemment. utilisé pour mon mémoire. Il y a un vieux chêne creux qui a été un point pour pour la résistance, tout ça. Ah, Pistolet laser dit les algues font le boulot. bah, tout à fait. Qui est drôle. Qu'il est drôle. Il vient toujours, il vient peu, mais quand il Ah là, vient, il marque les présences. c'est- C'est, tu vois Robin, tu vois les bois. Bah voilà, tu as la tout ville. vu. Exactement. J'ai perdu le fil. Eh ben, on peut regarder un petit peu d'autres œuvres, peut-être, Je vais quand même lire ce dans les que forêts. Eva Jospin dit à propos de son travail sur les forêts, parce que c'est quand même intéressant. Ma forêt est totalement mentale. Elle n'est pas figurative.
elle reflète des préoccupations humaines. L'idée de se perdre ou de se retrouver, notre rapport à l'enfance, aux contes, comme Bambi ou Hansel et Gretel, aux peurs archaïques, mes forêts sont propices à l'échappée mentale. Donc pour elle, c'est vraiment ce que ça va apporter mentalement au spectateur. Parce que c'est sa forêt, qu'est-ce que ça va transmettre au spectateur émotionnellement, etc., etc. Qu'est-ce que ça va transmettre? On va dire que c'est ce qui la préoccupe le plus, globalement. Donc on a dit, donc, ce sont des œuvres immersives. On a vraiment le côté profondeur qui nous happe, qui nous donne un peu envie d'entrer pour voir, comme s'il y avait quelque chose derrière. On a presque envie d'écarter les branches pour voir ce qui se passe. D'ailleurs, en parlant de ça, pour avoir vu l'une de ses œuvres, donc c'est assez fou hein, quand vous êtes devant. Vous avez un truc qui est quand même assez grand, hein, qui vous surplombe. C'est assez cool à voir. Par contre, on connaît le non-respect des personnes dans les musées qui ont tendance à toucher les œuvres, à arracher des bouts de murs, des tapisseries quand ils visitent des châteaux, des trucs comme ça. Ces œuvres, malheureusement, malheureusement, elles y échappent pas. Moi, j'avais été quand même effarée de voir à quel point l'œuvre que j'avais vue d'elle au musée de la chasse était quand même abîmée. Parce que y a des gens qui repartent avec un bout de brindille. Parce que pourquoi pas repartir avec un bout d'œuvre à la maison. Peut-être que le carton, il finira à la poubelle, mais au moins, ils sont repartis avec un bout d'œuvre. Voilà, c'est... Super, t'as un morceau de carton à mettre sur la télé. Ouais, donc bon. Après, donc, il faut se dire que c'est une œuvre qui, malgré tout, alors à voir comment le carton réagit dans le temps, mais je suppose que son carton, maintenant, il est plutôt bien pensé. Ça doit pas être un carton ultra traité et tout ça, ça doit être un carton qui tient bien la route. Mais au moins, on peut se dire que c'est une œuvre qu'il est possible de restaurer tant que on arrive à retrouver plus ou moins la forme initiale. C'est quand même des œuvres dont la conservation doit être difficile. Moi, je pense, enfin, pour avoir le regard là-dessus, je pense que la conservation, elle est difficile sur la manipulation. La manipulation, parce que vous avez certes une ossature à l'arrière, mais pour déplacer un truc pareil, je suppose que c'est à plat, que vous ne pouvez pas forcément la laisser debout pour la déplacer. Donc, en plus, ce sont des œuvres qui sont grandes. Alors, généralement, elles sont par panneau, hein. Normalement, elles sont divisables. Mais surtout, je pense que la plaie, c'est la poussière. Je pense qu'à nettoyer, elles sont infectes à nettoyer. Je vois déjà les tableaux, les peintures à l'huile. Faut y aller avec le petit pinceau tout délicat pour faire attention et tout. Je pense que la poussière, c'est infect. Vraiment infect. L'humidité. Alors, normalement, un musée se veut d'être au top en termes d'humidité. Normalement. Je dis, c'est le genre de personne qui va dans les musées et qui regarde les thermostats et le contrôle d'humidité à côté des tableaux. Ouais. Et qui dit là, c'est pas aux normes. Bah ouais. Là, c'est beaucoup trop humide, faudrait qu'il fasse quelque chose. On a peut-être des humidificateurs là. En soi, il faudrait. Le pire, c'est que j'en ai perdu quand même. Mais il faudrait 50% d'humidité autour des œuvres. Mais en fait, il faut se dire qu'un musée, c'est très compliqué à gérer parce que il faut toujours avoir un œil sur l'humidité, le taux d'humidité, parce qu'il faut 50% d'humidité. Il faut toujours. Donc, c'est une problématique en hiver, c'est une problématique en été. En fait, c'est une problématique tout au long de l'année. Quand vous avez des périodes où il fait beaucoup de pluie, forcément, vous avez plus d'humidité dans le bâtiment. Donc, il faut avoir, surtout dans les vieux bâtiments, ouais. Surtout qu'il faut avoir donc, des déshumidificateurs, il faut que ça tourne bien, il faut jamais que ça s'arrête. Mais le problème, c'est que quand vous avez des fortes chaleurs, ou même en hiver, quand vous avez des chauffages pour chauffer les pièces, il faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, parce que les différences d'humidité et de sécheresse vont faire que c'est là que ça pète.
parce que vous allez avoir des tableaux qui vont en fait, les matériaux vont se détendre, vont se retendre, et du coup, c'est ça qui va faire que ça va craqueler, en fait. Donc, il faut réussir toute l'année à avoir quelque chose de smooth. Et ça, c'est pas facile. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'humidité. Il y a aussi la luminosité. La luminosité fait autant de dégâts que l'humidité. Parfois, peut-être que vous vous rendez compte que dans les musées, c'est un peu tamisé, c'est un peu difficile d'y voir. Et ben en fait, c'est juste on peut pas faire autrement. Les œuvres, elles ont un certain nombre de lumens. Donc les lumens, c'est la mesure pour la lumière. Elles ne peuvent pas avoir plus d'un certain taux de lumen. Par exemple, là, la lumière que je me prends dans la gueule, et ben vous pourriez pas mettre une œuvre H24 avec une putain de lumière comme ça sur elle dessus. Alors bon, maintenant il y a les LED et tout ça, ça change un peu la donne. Mais bah, par exemple, tout ce qui est papier, le papier, ça n'aime pas trop la lumière. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience d'une affiche ou d'un dessin sur papier blanc que vous avez accroché au mur et au bout d'un certain temps, il devient jaune. Bah, c'est parce que bah, il est passé à la lumière, parce que bah, le papier, il n'aime pas du tout la lumière. Et en fait, il faut avoir un espèce de, je vous donne des petits tips, mais si un jour vous avez des œuvres, un ami, une famille, enfin quelqu'un qui vous donne un dessin, une gravure, ou que sais-je, bref, quelque chose qui est sur du papier, ou même des pastels, quelque chose fait au pastel, même si vous aimez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre, et que vous avez très envie de le montrer, et que vous voulez le mettre dans votre salon qui est baigné de lumière, et ben ne faites surtout pas ça, parce que en fait, c'est le pire truc pour la conservation. Le mieux, ça, c'est de le mettre dans un couloir ou dans une pièce, en tout cas, qui n'a pas de lumière directe, parce que c'est le meilleur moyen pour garder ça, en fait. Donc, Étrangement, le meilleur endroit pour mettre une œuvre, c'est les toilettes. bah, les toilettes, ça marche bien, hein, mais c'est vrai que vous allez le voir que... bah, après, on y va souvent dans les toilettes, hein, ceci dit. Mais C'est voilà, non, sans non, aller à l'extrême des toilettes, mais en gros, moi je vous conseille vraiment tout ce qui est dessin, etc., de ne pas trop le mettre à la lumière directe. La lumière du soleil, c'est niette, c'est pas de lumière du soleil du tout. Mais en gros, pas d'UV du tout. Les UV, c'est mauvais pour le corps, bah, c'est mauvais pour les œuvres aussi. Donc voilà. Je connais un musée à Paris qui n'est pas aux normes sur la sécurité, du coup, pas certain qu'il le soit sur l'humidité. Bah, des fois, ça veut pas dire grand-chose. Pour être tout à fait honnête, euh, c'est tellement compliqué, les normes. C'est un vaste sujet. Je sais pas si on a le temps ce soir, mais bon, moi j'ai travaillé en musée, du coup je connais un peu ces problématiques. Malheureusement, on est dans une société où l'art ne passe pas prioritaire. Ça, c'est certain. Et donc, ben, il y a assez peu d'argent qui est mis dans la culture. Et en pâtissent beaucoup les musées, puisque ben, malgré tout, un bâtiment tel qu'un musée, ça coûte cher. Il faut faire des rénovations, etc. Et c'est très important. Et du coup, bah, les œuvres en pâtissent derrière. Donc parfois, vous allez avoir une sécurité qui est moindre, mais en même temps, ben, ça voudrait dire engager beaucoup de monde, parce qu'il faudrait avoir toujours l'œil sur les choses. Donc maintenant, il y a des dispositifs, il y a des alarmes, il y a ce genre de choses. Vous avez aussi des petits faisceaux que vous ne voyez pas forcément, mais si vous allez par exemple à la Fondation Louis Vuitton, quand vous vous approcherez trop près du mur, vous avez une alarme qui sonne dans la pièce et ça met tout le monde en alerte parce que c'est tellement fort que ça met tout le monde en alerte. Donc il y a de plus en plus de choses comme ça qui sont mises en place. Et après, pour l'humidité, bah, c'est difficile parce que ça coûte extrêmement cher. Il y a beaucoup de musées qui sont dans des vieux bâtiments. Donc c'est tout un truc de mise aux normes au niveau des climatisations et tout ça. Et parfois, ben, on ne peut pas parce que c'est des bâtiments euh, qui sont régis par les bâtiments de France, etc. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, malheureusement. Parce qu'on ne peut pas dénaturer la façade, donc c'est un peu compliqué d'avoir des systèmes. Donc c'est vraiment, en fait, il y a tout un tas de questionnements autour de ça qui fait que c'est dur d'arriver à avoir des bâtiments vraiment aux normes parfaites pour des musées.
Vraiment, c'est très compliqué. Euh, les gens qui mettent leur flash pour lire les cartels, bah pareil, ouais, les flashs, c'est interdit, hein. Encore une fois, la lumière, faut pas. Mais vous imaginez même pas les dingueries que j'ai pu voir en travaillant en musée, quoi. C'est les gens qui, vous avez un magnifique coffre qui a été peint, et les gens qui s'appuient comme ça sur le coffre pour discuter. Allô, le coffre est une œuvre d'art. On fait attention, il est en bois, il a 200 ans. Tu t'appuies pas comme ça avec tes mains toutes grasses. Et quand vous allez les voir, ils sont là, ils comprennent pas vous avez l'impression qu'ils vous regardent comme si c'était lunaire en fait. Ils comprennent pas. Mais bon, en fait, c'est très compliqué parce que c'est un manque d'éducation par rapport aux réglementations dans l'espace public. Et en même temps, parfois, les personnes les plus haut placées dans une ville ou dans une institution ne sont pas ceux qui sont les plus tendres avec les réglementations liées aux œuvres d'art. Donc Mais voilà. bon, qui l'eût C'est qui l'eût cru cru, hein. que ces gens se pensent tout permis, Ouais, c'est fou ça. parfois les enfants sont beaucoup plus. En fait, les enfants, vous leur expliquez qu'il n'y a pas le droit de toucher, c'est comme ça. Parce que si on touche, on abîme. Bah, ils vont pas toucher. Alors que les adultes, ils en ont rien à foutre. C'est mon petit coup de gueule. C'était le moment de le dire. Donc voilà, il faut faire attention. Il y a plein de mesures qui sont faites, qui sont mises en place et qui aident vachement la conservation. Donc il faut faire attention à ça. Vu la taille du Louvre, c'est clair que certaines pièces sont pas tout à fait aux normes. Ah bah oui, non, mais le Louvre, en même temps, il y aurait tellement de choses à refaire. Les tickets de cinéma aussi, ouais, laissez pas vos tickets de cinéma en pleine lumière. Il est beau ton dessin, Enzo, je le garderai sur le trône. Dans la boîte à souvenirs, aka la poubelle. Aller aux toilettes pour réaliser un bronze. Mais je ne suis pas sûre qu'on peut le qualifier d'œuvre d'art. Ah, faudrait demander à César. J'ai pouffé. Ça m'étonne pas. Parfois, ils préfèrent payer plus de restauration que de rénovation sur les bâtiments. Bah oui, c'est complètement absurde. Mais ouais, c'est bien dommage. La classique. Je me lèche les doigts pour feuilleter les cartels. Non, mais il y en a qui sont vraiment comme ça, hein. Il y en a qui sont sans gêne. La dame qui faisait la poussière sur un tableau, une fois, elle a le toupet de m'envoyer chier. Est-ce que c'était J'irai la... avec ma bouteille d'acétone dans les musées pour nettoyer les tableaux. Ah non, mais vous imaginez même pas, parce qu'il y a aussi ces fameux musées qui ont parfois des musées municipaux qui mettent, qui font travailler des personnes qui n'ont pas forcément de connaissances muséales dans des musées. Et des fois, vous voyez des trucs, vous vous dites, mais est-ce que tu es vraiment en train de scotcher un truc à une œuvre d'art, là? Tu sais que t'es pas censé faire ça. Le scotch, c'est horrible. Faut déjà, voilà. C'est bourré de colle, de trucs affreux. Et tu es en train de coller un papier au dos d'une œuvre d'art. Bah non, 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 fais pas ça. Donc bon. Il y a des choses à revoir un petit peu dans tous les domaines qui entourent le musée. Faut savoir rester calme. Ouais, en effet, faut savoir rester calme. Bon, on en revient à l'œuvre quand même, parce qu'on a fait on a pris un chemin, mais il faut qu'on revienne sur l'œuvre centrale. Vous avez des choses à dire sur cette œuvre? Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit? Moi, j'avais un truc qui m'avait frappé quand même. C'est que en soi, il n'y a pas tant de signes de végétation. Je veux dire, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. C'est vraiment l'aspect, tout ce qui s'apparente à du bois ou quelque chose déjà un peu rigide, mais pas trop à la chlorophylle, si je peux dire ça comme ça. Il y a pas de feuilles. Alors certes, au pied, on voit, ça pourrait s'apparenter à de l'herbe, mais en fait, on imagine, en le voyant, moi, je l'imagine plus. Vous savez, les espèces d'herbes ultra dures, là, brunes, un peu comme du blé qui a été coupé, là. Il reste plus que ça de l'épi de blé. Et quand vous marchez dessus, ça fait hyper mal. Bah, en fait, j'ai un peu l'impression de ça. Il y a pas tant de. Il y a beaucoup de branches, mais il y a pas de feuilles. Comme si tout était tombé, peut-être, j'en sais rien. C'est vraiment sec, comme si ça allait prendre feu si vite. Ouais, on est d'accord. C'est une nature morte, oui. Oui, 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 d'une certaine manière, ouais.
Cette œuvre me fait quand même flipper parce qu'elle me fait penser à une créature mythique du cinéma de science-fiction. C'est laquelle? Je me suis juste dit que c'était une forêt en hiver. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, elle en a fait tellement que je me dis, c'est pas possible, elle a pas fait que des forêts en hiver, tu vois. Mais je pense que finalement, ça va en lien avec l'imaginaire que l'on a de la forêt. Les forêts sombres qu'on voit par exemple dans les Disney, quand Blanche-Neige, elle se perd dans la forêt, quand on voit ces arbres un peu tortueux et tout ça, est-ce qu'ils ont des feuilles? Moi, j'ai pas souvenir de voir des arbres avec des feuilles dans les forêts qui C'est nous font le plus vrai que c'est peur. souvent associé aux forêts un peu d'hiver. Ouais, c'est ça. Après, si je suis plus prosaïque, c'est quand même moins chiant à faire comme ça qu'avec des Oui, feuilles. hein, c'est fou, hein. Il y a une Ouais, certaine de Alien, ça me leur semble, nid. ça me semble plus Ah, ouais, pratique. je vois ce que tu veux dire. C'est vrai. J'aime bien quand vous faites des ponts comme ça avec d'autres œuvres. Et puis, bah, faut noter aussi le côté monochrome, en fait. C'est toujours la même couleur. Il n'y a qu'une seule couleur, c'est cette espèce de beige très caractéristique du carton. Le matériau est vraiment brut. Il n'y a pas de peinture, il n'y a pas il y a pas d'effet de couleur pour faire souligner une profondeur ou quoi. Parce qu'il n'y en a pas besoin, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais vous voyez, en plus, là, sur l'image, on voit le parquet qui est quasiment de la même teinte, les murs qui sont quasiment de la même teinte, le plafond qui est plus ou moins blanc, mais avec les ombres qui est presque un peu beige. En fait, on a l'impression d'avoir un truc un peu monochrome. Elle joue avec la lumière. Oui, tout à fait. On a vraiment une lumière plus vive sur les arbres de devant, et du coup, ça fait le dégradé avec les ombres vers l'arrière. Et puis même, elle arrange. Enfin, elle a effectivement une façon de travailler qui est quasiment celle du dessin, quoi. Oui, tout Du à fait. dessin en noir et blanc. C'est même les arbres derrière, ils sont plus petits. Globalement, j'ai Mhm. l'impression, les branches sont plus denses pour créer cet effet de profondeur et d'obscurité. Donc, Ouais, une approche très picturale du truc. c'est pour cela ce côté sec. Ouais, je suis d'accord. Vous avez déjà parlé de son nom de famille et j'étais pas là? Ou pas du tout? Ouais, Oui, tu n'étais pas là, ouais. Il y a un lien avec c'est la Lionel fille de Gros. Sarkozy. Ah, pardon. Ouais. C'est la fille de Lionel Merde. Jospin, en effet. Elle joue avec la lumière, ça j'ai lu. Et les ombres sur le côté, les murs du musée. Oui, tout à fait. C'est la version maximaliste d'un pop-up book. Mais oui, mais vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais toutes ces personnes qui font je crois pas que ça soit du pop-up. Moi, je sais que ma grand-mère, elle faisait ça. Des espèces de dioramas, je crois qu'on peut dire ça comme ça, des Mhm. scénettes, où vous avez donc des papiers qui sont parfois, soit il y a des petits carrés de mousse entre chaque feuille, un peu durs, et ça vous fait des espèces de dioramas bah, comme ça, en fait, avec des profondeurs très différentes. Ou alors qui sont vraiment collés à la base et en haut, et qui font un espèce de... En fait, le papier, il est légèrement gondolé, et avec les différentes couches, ça fait encore un diorama avec des couches très différentes. Je vois absolument pas C'est vrai? ce Ah merde, truc. Ouais, non. attendez. Oh, c'est pas très grave, hein. Non, mais j'ai quand même. C'est ça renforce tellement l'effet immersif. Tout à fait. C'est tellement ça. Pour le diorama papier. Les dioramas, c'est ça. Attendez, ça par exemple, c'est un diorama. Attendez, je voudrais vous montrer un truc pas trop bizarre. Je suis déjà dans l'image. Grande taille. On ne le voit pas en entier, c'est complètement con. Il est coupé à la moitié. Ça c'est soft. Allez, on va montrer ça. Ça. J'essaie de vous montrer un truc qui soit pas complètement cliché. Ça n'existe pas? Ça, allez, comme ça on reste dans la thématique. Vous êtes prêts? Hop, ça c'est un diorama. Diorama en papier. Vous savez, vous avez Ah oui, différentes je vois. couches. Ok.
Je vois beaucoup ça avec les gens qui modifient les cartes Pokémon en ce moment. Oui, c'est vrai, il y a toute une trend avec ça, c'est vrai. Katou, la grand-mère, elle faisait ça. Elle faisait des espèces c'était des espèces de souvenirs. C'est des espèces d'images dont elle découpait les formes pour les faire ressortir du fond. Et il y avait un côté un peu gondolé. Moi, je me rappelle de ça. Quasi sûre que c'était elle. Oui? Ok. Je suis pas. Je me rappelle de trucs, hein. Tous les trucs artistiques, je m'en souviens. Donc voilà. Je vous montre quand même Eva Jospin devant son œuvre et ça nous permet de voir un peu la taille des œuvres, de pouvoir se rendre compte. Donc là, celle-ci est particulièrement grande. Celle que je vous ai montrée avant est plus petite. Mais ça vous permet d'avoir quand même une idée des dimensions, de à quoi ça nous, devant quoi on fait face quand on regarde l'œuvre. C'est si joli. Oui, c'est beau, hein. Ça marche bien quand même, hein. Quand même assez fascinant. Je trouve que c'est une œuvre qui, globalement, a toujours, pour tout le monde, même pour des personnes qui connaissent pas trop l'art, qui n'ont pas forcément d'intérêt à l'art, je pense que ça fait partie de ces œuvres où il y a forcément un effet waouh. Et en plus, elle est tellement facile d'accès. Je veux dire, il n'y a pas besoin. On a même pas tant de choses à vous dire, en fait, sur ces œuvres-ci avec Asvold. Parce qu'en soi, ben, l'imaginaire de la forêt, on le connaît déjà tous un petit peu. Il y a des contes et légendes. On va pas revenir sur tous les contes et légendes. Peut-être qu'Asvold va vous dire certaines choses. Mais en vérité, elle fait partie de ces œuvres qui sont hyper accessibles, en effet. Ça rend l'art contemporain accessible. Moi, ça me fait toujours un peu crisser des dents quand je lis ça, parce qu'en soi, alors certes, il y a des œuvres dans l'art contemporain qui sont un petit peu, qui demandent plus de travail pour la comprendre, mais en vérité, je pense que c'est un gros, gros mythe qu'on se fait que l'art contemporain n'est pas forcément accessible. Je Pour pense formuler que autrement, c'est une bonne porte d'entrée. c'est une bonne porte d'entrée. Mais globalement, l'art contemporain est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. Il est temps pour moi de prendre congé. Je vous souhaite une bonne fin de live et bonne soirée. Merci à toi, Valkanier. Merci d'être passé par ici. Encore bienvenue et à bientôt, j'espère. On se retrouvera à partir de mardi en stream. N'hésitez pas donc à rejoindre encore une fois le serveur Discord. Vous avez toutes les infos dessus. Je suis d'accord, mais malheureusement, les gens sont tellement bornés parfois. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai. Mais encore une fois, l'art contemporain est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. En fait, je pense que enfin, les personnes ont dans l'imaginaire que l'art contemporain se résume à de l'art conceptuel, qui est on va dire, une sous-branche de l'art contemporain, qui est oui, un style d'art, où voilà, tout est dans le titre, c'est plus conceptuel, ou l'art abstrait, parfois, les gens sont assez réfractaires à l'art abstrait de manière globale. Mais en fait, enfin, je veux dire, la plupart du temps, ce que vous voyez et ce qui est à voir, hein, c'est pas non plus la mer à boire. Juste se poser tranquille. Tranquille, tranquille. Mais voilà, je pense qu'en effet, c'est une bonne porte d'entrée. J'arrête pas de rôter. Quel enfer. Hop. J'aimais bien ce plan rapproché parce que ça permet. Vous voyez quand même qu'il a un pansement. L'œuvre a un pansement juste ici. On lui a mis un petit pansement parce qu'elle a eu un bobo. Pardon, je spam, mais je suis ravie d'avoir un sujet hors jeu vidéo sur Twitch. Surtout de l'histoire de l'art. Bah écoute, avec plaisir, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Et je vous mets aussi le lien du YouTube. Hop. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la chaîne de VOD de la chaîne Twitch. De toute façon, c'est mon seul compte YouTube. Et du coup, à chaque fois, je remets les épisodes, mais vraiment du début à la fin, juste de l'épisode. Vous n'allez pas vous taper tout ce qu'on a fait en termes de jeux vidéo avant. C'est vraiment découpé que pour le podcast. Donc voilà. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller voir un petit peu ce qu'on a fait jusqu'ici.
J'ai la chance d'avoir une école des beaux-arts dans ma ville. La ville expose les œuvres des élèves dans toute la ville. Ouais. Et en plus, souvent, il y a des... Ils font aussi des cours pour les adultes ou les enfants. Ils font des cours publics. Donc ça, c'est cool aussi. C'est trop cool tes participations, ça fait plaisir. Oui, et tout à fait, ça fait... Moi, ça me fait plaisir d'avoir du monde qui participe, hein. J'avoue que sinon, je me tape des monologues toute seule devant Spotify. Bah, moi, je stream parce que je parle toute seule, hein. C'est ma seule excuse, finalement. Ma seule excuse. Je vous montre quand même une vue d'atelier, quand je vous disais que c'était posé à plat. Et au moins, ça permet de voir comment c'est fait. Vous voyez, vous avez donc toute une structure, une armature. Et en fait, ce sont des panneaux qui sont posés les uns à côté des autres pour former à la fin un très grand panneau. Certains musées aussi proposent des cours de copie ouverte. Le boulot est monstrueux. Ouais. Oui, il y a de plus en plus de... L'art est de plus en plus accessible, je trouve, quand même, globalement. Que ça soit par les muséologies qui expliquent de plus en plus de choses, que ça soit par les propositions d'ateliers, de cours, etc. Globalement, l'art est quand même de plus en plus accessible. Après, bon, ça reste des lieux qui sont ouverts à des horaires qu'on ne peut pas toujours visiter, mais bon, ils essayent d'être ouverts de plus en plus tous les jours de la semaine, toute l'année. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, on n'oublie pas de dire que c'est gratuit jusqu'à 26 ans, c'est ça? Gratuit jusqu'à 26 ans. Pour les demandeurs d'emploi, c'est gratuit également. Enfin, vous avez... Pour les enfants, c'est gratuit. Vous avez globalement pas mal de petits trucs comme ça qui sont intéressants à retenir. Est-ce qu'elle laisse le carton brut ou justement elle met quelque chose dessus pour maintenir le carton un certain temps? Je ne sais pas si c'est clair, désolé. Si, c'est clair. Je n'aurais pas forcément la réponse à donner. C'est vrai qu'il y a des cartons qui sont traités déjà de base. Moi, je pense qu'elle utilise des cartons vraiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas envie de faire de trop grosses suppositions, mais je sais pas si elle utilise encore enfin, si elle utilise des cartons, par exemple, de récupération. Moi, je pense que c'est du carton qui n'a pas servi pour faire ses œuvres. Enfin, en tout cas, je trouve que le carton, il est quand même. Je sais pas, il a l'air de très bonne qualité, son carton. On a l'impression que c'est toujours le même carton. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une vraie notion d'écologie derrière son travail? Je pense que oui, quand même, parce que globalement, au début, c'était. J'allais dire c'était économique, mais en fait, le fait que ça soit économique, c'est pas quelque chose en lien avec l'écologie. Attendez, je vous montre une autre œuvre et je refais une recherche rapide. J'ai pas vu de truc à ce sujet. Pas persuadé, hein. Ouais, je suis pas J'ai pas vu non persuadée. plus de discours autour de ça. Non. Je regarde en même temps. J'aimerais bien avoir des trucs écrits. Alors, je vous mets une autre image. Ouais, la taille, hein. Hop là. Je vous en mets toujours plus, hein, toujours plus. Le temps de chercher, je vous mets ça. Donc déjà, elle dit que, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a dit, parce que là, je suis tombée sur une interview,
Le carton est devenu pour moi le matériau central parce que je pouvais travailler par plan, par couche, par sédiment et par stratification. Donc c'est hyper intéressant. Donc l'effet de profondeur, le carton, il est là aussi pour cet effet de profondeur qui lui permet... Enfin, c'est aussi... Attendez, j'essaye de formuler ma phrase. Le carton lui permet de faire cette profondeur, justement. Un palais d'épines et de roses, finalement. Oui, c'est vrai. J'ai la ref. Un vocabulaire d'archéologie, c'est marrant. Oui, oui, oui. Ouais. Ça aurait quand même bien plus de sens si c'était de la récup. Ben, ouais. Mais, pas sûr. Hein. Oula, Asvolt, ton micro grésille un peu. Ah, j'ai pas entendu, j'ai pas fait attention. C'est vraiment un travail colossal. Ah bah, c'est... Oui, oui, c'est titanesque. Hein. Qu'on peut peut-être reprendre un petit peu, tant pis. Parce Oui, que j'ai oui, peur que pour la Oui, fin, oui, on n'ait vas-y, pas vas-y, vas-y, vas-y. le temps. Bah, il faut qu'on Oui, pardon. Est-ce que tu on veux se que... lance. Est-ce que tu veux que... Ah oui, alors attendez, j'avais quand même retrouvé ça. On montre un peu ce qui reste. J'avais retrouvé ça pour remettre les vocabulaires. Donc, le travail de Eva Jospin, il se situe là. Ce sont des hauts reliefs. Donc, ça veut dire que c'est rattaché à. Donc, elle a une structure. Et on a on va dire, le volume qui sort un peu de cette structure, mais qui est toujours attaché à cette structure. Vous avez le bas-relief, lui, qui est quasiment complètement rattaché à la structure. Il y a juste une légère surface qui dépasse. Et vous avez la sculpture en ronde bosse. Ce sont toutes les sculptures où on peut tourner autour, qui ne sont pas rattachées. Enfin, voilà, vous pouvez tourner autour. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Hop, je vous montre d'autres œuvres d'Eva Jospin. Elle n'a pas fait que des forêts, elle a aussi fait des grottes, parce que pourquoi pas. Allez, moi je vous laisse, il est tard pour l'ancien que je suis. Bah, bonne soirée, des bisous, merci d'être passé. Au revoir. Merci à toi, Pisto. Merci à toi. Donc, elle a fait des grottes incroyables, toujours dans du carton. Là, on a des installations de luminaires à certains endroits. Pour moi, c'est beaucoup plus référencé que les trucs sur la forêt. Oui, Parce que ça m'évoque des trucs très précis en peinture, de bah, justement la oui, peinture d'ermite, la peinture oui, de ces choses-là, qui sont des peintures de la Renaissance. Et voilà, beaucoup plus direct dans sa référence. oui, je suis tout à fait d'accord. Hop, C'est encore plus clair sur d'autres. on retrouve quand même les micro-forêts à certains endroits, dans les espèces Ça, par d'alcôves de ces exemple. grottes. Ça ressemble trait pour trait à certaines peintures de la Renaissance. C'est assez Ouais. intéressant. Vous avez aussi... alors, attendez, est-ce qu'on a autre chose au niveau des grottes? On a ça. Ça, c'est un plus gros zoom sur la grotte de tout à l'heure. Avec les effets de lumière, c'est hyper intéressant. Vous avez vu le travail des colonnes? C'est vraiment incroyable. Architecture ou les grottes dans les jardins aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle a fait, donc je l'ai dit, elle a fait un travail en lien avec Dior. Et cette fois-ci, donc ça c'était le catwalk, donc l'endroit où défilaient les mannequins. Elle, son travail, il est sur les murs tout autour. Elle a fait une frise gigantesque avec en gros, elle a fait le dessin et ce sont des artisans qui ont réalisé l'œuvre pour elle, puisque c'est de la broderie que je vais vous montrer. Donc, il y avait aussi ce défilé-là, où il y avait toute la fresque à l'arrière. Hop, la photo n'est pas de très bonne qualité, je suis désolée, mais... il y a eu un bot sur Didi. Ah ouais? Comment ça? Je vais checker, continue. Ok, merci. Donc là, on a la photo avec... j'ai oublié son prénom. Maria Grazia. J'oublie un mot, un prénom dedans. Qui était... je crois qu'elle a été remplacée, on est d'accord?
La, la personne qui gérait, comment on appelle ça? Mais putain, pourquoi ça me revient pas? Qui faisait les directrice artistique de Dior, je crois que c'est ça qu'on dit. Mhm. Et donc, derrière, on a un aperçu pour la broderie. Et vous avez ici un gros plan sur la broderie avec les différentes teintes et couleurs. C'est marrant parce que du coup, c'est très coloré par rapport au carton. Et en même temps, il a été têche, je vois rien. Ah, je sais pas. Je me suis fait MP, je vois pas qui c'est, juste il est sur le serveur. Est-ce que tu peux nous envoyer un screen, s'il te plaît? On va tège la personne. C'est des couleurs naturelles. Oui, tout à fait. On est sur des couleurs très naturelles. Et en même temps, quand je vois ça, je me dis, bah, en fait, on n'est pas loin de la couleur du carton. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que justement, on est sur des couleurs naturelles. Donc voilà, on est sur un travail qui est totalement différent, mais qui fonctionne bien. Tu me diras après, Asvold, pour le bot. Donc voilà pour le travail d'Eva Jospin. J'accélère un peu parce qu'il est déjà quasi 22 heures. On a dit qu'on allait prendre un peu moins de temps. On va vous montrer d'autres artistes qui ont parlé de la forêt ou d'autres choses. Pareil, on va aller assez vite dessus. C'est histoire de vous montrer des choses, mais on va aller assez vite dessus parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses. Pas garanti que j'aille vite dessus. Moi, je vais essayer d'aller vite dessus. Déjà, première chose, je voudrais vous montrer les illustrations de Matotti. J'ai oublié son prénom. Je regarde ça. Lorenzo Matotti, qui a fait des illustrations pour Hansel et Gretel. Je ne cite pas le nom de l'auteur parce que c'est une grosse merde. C'est une réédition d'un écrivain qu'on n'aime pas, qui est vraiment pas bien du tout. Mais voilà, malheureusement, les illustrations sont très belles et donc je veux juste montrer le travail de Lorenzo Matotti. Qui a fait donc ces espèces de... il me semble que c'était de l'encre de Chine pour les illustrations du conte d'Hansel et Gretel. Parce que moi, en fait, la forêt, et d'ailleurs, Eva Jospin en parle, c'est un peu ce que ça m'évoque quand même, globalement. Euh, et ben moi, ça m'évoque quand même. Donc elle parle d'Hansel et Gretel comme d'une d'une référence. Et moi, la forêt, dans mon imaginaire, ben il y a deux choses. Donc il y a ça, il y a Hansel et Gretel. C'est sublime. Mais alors, si vous voulez le lire, ne l'achetez pas. Essayez de le craquer. Vraiment, l'auteur est pas ouf du tout. Bah, lui donner pas de l'argent, quoi. Non, lui donnez pas de l'argent. Hop, et du coup, vraiment, c'est... Nous, pour le coup, on les a vues en vrai, ces illustrations, dans une exposition. Elles sont vraiment très, très belles. Elles sont sublimes. Et voilà, je sais pas, ça me faisait penser à ça. J'avais envie de vous montrer. Donc, par exemple, par contre, vous pouvez retenir le nom de Lorenzo Matotti. Matotti avec 4 T. M-A-2-T-O-2-T-I. Et il y a une autre chose auquel ça me faisait penser également, c'est Disney. Parce que Disney, on se retrouve avec des forêts absolument majestueuses et incroyables. Pocahontas, quand même. Pocahontas qui est absolument sublime au niveau des décors. Pocahontas fait partie des plus beaux Disney, je trouve. Les décors sont très très beaux. Et vous avez vu ce fond, cette forêt majestueuse avec cet arbre. C'est vraiment incroyable. Je trouve vraiment très très beau. Enfin, quelque chose que je connais. Mais la forêt nous ramène forcément à quelque chose qu'on connaît de toute façon. Mais voilà, je pouvais pas. J'ai voulu retrouver une illustration de la forêt dans Blanche-Neige et j'ai pas réussi à retrouver une illustration de qualité. C'est chiant. Mais le moment où elle court dans la forêt et tout pour échapper aux chasseurs, j'attends Mononoke de pied ferme. Je l'ai pas mis. Voilà, je le dis tout de suite, je l'ai pas mis. Désolée, 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 j'ai pas mis.
Je peux vous montrer aussi cette œuvre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu mon post sur cette œuvre. Nausicaa Howler. Non, j'ai pas mis. On peut pas tout mettre. On peut pas tout mettre. C'est pas possible. Déjà qu'on se retient, Ah franchement. ouais, on se retient hein, parce que je peux vous dire que on épluche et on épluche et on épluche parce qu'on se dit putain, ça on pourrait le mettre, ça on pourrait le mettre. Ah tiens, elle me dit quelque chose cette œuvre. Bah, je l'ai dans mon salon. C'est l'une de mes œuvres préférées. Œuvre de Magritte, surréaliste, qui a fait cette peinture. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que je sais c'était ironique, sorry. Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vais pas rentrer dans le détail. Je vous invite à aller sur Instagram. Je vous mets, hop, le lien vers les réseaux. Je vous invite à aller sur Instagram. Vous aurez toutes les... Pourquoi il me le met à l'envers? Ah non, ok. Je vous invite à aller sur Instagram. Vous aurez toutes les informations sur ce tableau en particulier. Je vous invite à aller chez moi pour la visite guidée. Ouais, j'ai une affiche. Hein. Évidemment, j'ai pas le tableau. Hein. Mais j'ai une représentation de ce tableau dans mon salon. J'adore ce tableau. Il est trop, trop beau. J'ai jamais vu en vrai. Mais voilà, je fais en accéléré parce que franchement, pour Disney, on a d'autres illustrations. Pour Disney, on a ces illustrations de Eyvind Earl qui a travaillé à peu près 5 ans. Je crois que c'est ce qu'on a vu hein, chez Disney et qui a fait notamment les illustrations pour La Belle au bois dormant. Oui, Qui sont tout à fait. absolument Pas mal d'autres incroyables. choses. Ouais, pas mal d'autres choses aussi, hein, mais vraiment, tapez Erwind. Regardez, attendez, non, je peux le faire en fait. Je l'écris mal. Comme ça. Erwin Earl, qui est un animateur et artiste Eyvind. américain. Eyvind Earl. Ouais, c'est dur à dire. Hmm. Et il a fait des illustrations pour Disney qui sont mais vraiment des bangers. Et Alice, Pays des Merveilles, Peter Pan, dire, mais des trucs moins connus. vous avez vu Ouais. ces illustrations? C'est incroyable. C'est tellement beau. Regardez ça. Vous avez vu ça? Non, vous voyez pas. Hop, regardez-moi ça. C'est sublime, hein? Donc lui, il a travaillé à peu près 5 ans pour Disney. Il a fait des illustrations pour Disney. On connaît pas forcément ce travail-là dans Disney, mais vraiment, il fait partie des illustrateurs que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, c'est dingue. C'est vraiment fou ce qu'il fait. Ça va pas être de bonne qualité. Attendez. Image, outils, taille, grande. Regardez-moi les couleurs. Les couleurs sont incroyables. Je peux suggérer une illustration? Oui, bien sûr. Donc voilà, le travail vous avez le nom ici, là. Je vous le tape dans le chat si jamais vous voulez regarder plus en détail. Il est difficile à réécrire son prénom. Donc voilà, ça fait partie aussi des petites références qui nous sont revenues. MPEG, ok. Et notamment, donc, Sleeping Beauty. Oui, est-ce que? Est-ce que pendant que tu regardes le message, est-ce que tu peux Oui. mettre Cyril Pedrosa, s'il te plaît? Où est-il? Là. Hop là. Cyril Pedrosa. Harold va vous en parler. Car ça Alors me moi, fait penser au sujet. Ok. en sélectionnant les œuvres et en sélectionnant Erin Earl, moi j'ai tout de suite pensé à Cyril Pedrosa. Cyril Pedrosa, c'est un dessinateur contemporain, Ah, illustrateur de bande dessinée, et notamment au livre qu'il a fait avec Roxane Moreil, qui est la scénariste, et cette série de livres s'appelle L'Âge d'Or. C'est en 2 tomes, c'est complet, et il a une gestion qui est totalement étrange et alien, des couleurs notamment. Ça se normalise un petit peu plus au fil du 2e tome, mais en fait, il travaille en noir et blanc et après, il vient retoucher son travail pour voilà, ajouter ces couleurs un peu psychédéliques. C'est une histoire assez chouette comment dire, de rébellion paysanne, de lutte, tout ça. C'est
Voilà, en plus d'être magnifique, le scénario est vraiment, vraiment très bien de Roxane Moret. Est-ce qu'on peut être le deuxième? Oui, tout à On fait. voit des cases un peu plus dans des couleurs un petit peu plus classiques, quoique en même temps avec ces nuances de Mhm. bleu, tout ça, c'est. Voilà, on a vraiment ce même truc, je trouve, que chez Eva Jospin, des arbres immenses qui écrasent quasiment la perspective de cette végétation qui est presque abstraite. Quand on regarde le premier plan avec, voilà, ça correspond à aucune plante réelle, aucune plante connue. Il y a des arbres qui n'ont pas de feuilles au premier plan et derrière, il y a quand même un tapis de feuilles. Est-ce qu'on peut regarder la dernière qui est un petit peu dans le même genre? Avec des nuances de rose qui peuvent aussi Ouais, évoquer un petit peu c'est beau, hein. l'estampe. C'est vraiment très très beau. Ouais. Je vous le conseille chaudement, autant pour le dessin que pour le scénario. C'est vraiment excellent. Ah oui. Je connais Lotte Renninger. Et je sais pas, attendez, si je vous le montre, il faut que je trouve une illustration qui peut être montrée sur Twitch. Parce que des fois, il me semble que si c'est cet artiste, il me semble que des fois, c'est très. Comme c'est des silhouettes, je pense qu'il n'y a rien sur la première page qui puisse te Ok, poser problème. ok. Il me semble que Ah, c'est pas cet artiste, mais il y a une autre artiste qui a fait des choses similaires, mais par contre qui raconte des faits historiques et des fois, c'est. Hmm. Qui d'autre? Ah, c'est splendide. Qui Je d'autre on montrerai à la fin peut. vos recommandations. C'est Gretel. On peut être du Gustave Doré pour rester dans l'illustration. Ah oui, Je c'est pense que vrai. c'est d'ailleurs une inspiration assez directe Ouais, de Pedrosa. Je pense ne pas me ouais. tromper avec ça. Donc Gustave Doré, illustrateur français Mhm. de 19e. Gustave Doré, Oui, parce que, alors à peu attends, près. cette œuvre, je l'ai Ouais, notée 19e. Cette 19e. Il est mort juste avant le œuvre-ci, 20e siècle. cette œuvre-ci est de 1862. Donc Gustave Doré, il est assez connu parce qu'il a fait beaucoup d'illustrations de base pour la presse et ensuite beaucoup pour illustrer des contes. Donc, voilà, quand on parlait de contes tout à l'heure, de contes divers et variés. Et ça, c'est de la gravure. Donc, gravure sur bois en plus, ce que je trouve d'autant plus impressionnant. Si on peut mettre la deuxième image, par exemple. Mhm, Il a illustré des contes de Perrault, il a illustré des contes des frères Grimm, il a illustré le livre de la jungle, mhm. même l'enfer de Dante. Tous Ouais. ces œuvres sur l'enfer de Dante sont splendides. Là, c'est pas le sujet parce qu'il n'y a pas de végétation, mais vraiment très joli. Et le travail de gravure, elle a assez de bonne qualité pour qu'on zoome un petit peu, est vraiment phénoménal. Si tu peux faire un petit zoom. Bref, voilà. Et c'est vraiment colossal. Là, pour le coup, il faut aussi saluer le travail des graveurs, parce qu'en fait, Mhm. c'est pas Gustave Doré qui grave avec ses petites mains. On en avait déjà parlé Ouais. la dernière fois avec les gravures, les estampes d'Okusai. Là, c'est un atelier de graveur entier qui a bossé là-dessus. On le voit d'ailleurs à droite. H. Pisan, c'est le nom de l'atelier. Ah Gustave oui. Doré à droite. Si vous regardez les planches de Gustave Doré, à chaque fois, l'atelier de graveur note. Voilà. Donc, des fois, il y a des Mhm. qualités différentes aussi en fonction des graveurs. Mais ouais, ils ont cette technique, cet artisanat qui est, je trouve, Mhm. complètement hallucinant. Ouais. C'est beau, hein. Donc ça, c'est de la C'est gravure, vraiment hein. assez incroyable. Je le répète, c'est gravé dans du métal, imprimé Ça, c'est ensuite. du C'est pas. bois, c'est encore Ah, c'est du pire. bois, c'est encore pire. Donc C'est démentiel. c'est pas dessiné sur une feuille, hein. C'est gravé dans du bois, ancré, passé sous presse, et c'est le report de l'encre qui est posée sur la plaque qui vient après sur le papier. Mais ça, c'est pas du dessin, hein. C'est Donc, un vraiment de la atelier gravure. entier qui prend une immense plaque de Mm. chêne et qui grave avec des gouges tous ces petits détails. C'est très très dur. La C'est gravure, c'est très dur. assez ouf. Faut être vraiment Surtout très minutieux. sur les matériaux là qu'ils Ouais, utilisaient, ouais, c'est du costaud. Hein. ouais, ouais. Le bois de bout qu'on appelle, c'est du solide. Est-ce qu'on peut enchaîner sur peut-être Georges Chiras, si t'as pas de désir particulier, photo noir et Moi, blanc? je pense qu'on aurait pu parler de ça, non? Parce qu'en soi, ça va Vas-y, avec. vas-y, on voit. Hein. On voit ce que tu veux. Ouais, Albrecht Aldorfer, Saint-Georges et le Dragon. Peinture allemande, même si bon, l'Allemagne Mm. n'existait pas à l'époque, mais on va dire germanique, Mhm. qu'on trouvait assez intéressante parce qu'en fait, il y a quasiment. Le sujet est quasiment effacé par rapport à la forêt. Ouais. C'est censé être le combat épique de Saint-Georges contre le dragon. Et on a Saint-Georges tout petit au milieu, qui a l'air un peu dépité à regarder son petit dragon crapaud là.
un peu blasé. Et en même temps, on a l'impression que la forêt fait le combat, en fait. Ouais, On a l'impression ouais, que la tout le. forêt, elle est en train de se déchaîner pour le combat, alors que le combat en lui-même n'est pas tant épique, mais que le combat devient épique parce que les arbres sont en train de se déchaîner avec le chevalier. Vous voyez ce que je veux Ouais, dire ou ouais, pas? c'est. Oui, je trouve que la forêt est beaucoup plus évocatrice que le Ouais, combat, que c'est beaucoup plus fort sur le ouais. sauvage et tout ça. Il y a un truc que je trouve extraordinaire aussi, c'est la percée avec la petite montagne. Et surtout à quel point la percée n'a aucun sens par rapport à la végétation. C'est pas physiquement possible d'avoir une percée comme ça, Une parce que les silhouette. arbres tout en haut, en fait, ils n'existent pas en bas. Il y a une Il y a un problème silhouette physiquement. derrière. Oui, 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 il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Une silhouette derrière, tu veux dire dans la. Peut-être que tu peux zoomer un Oui. petit peu sur le Alors, combat. Combat avec des ici, grosses vous guillemets. avez le combat, tout en bas, là. Le chevalier avec le dragon crapaud. Et par contre, derrière, non, vous avez juste des arbres. Il y a une petite montagne derrière. J'aime bien aussi que les plumes de son casque se confondent avec la végétation. Et donc Oui. tout ça pour dire, la forêt, on dirait quasiment un rideau de théâtre. Mm. Parce que physiquement, ça ne fonctionne pas, ça peut pas, Non, non, ça marche pas. ça marche pas. Du motif, quoi, en fait. Ouais. Donc pour moi, ça évoque encore plus cette idée de conte, quoi, de jeu quasiment. Ou De... c'est juste moi qui vois un homme près de l'arbre. Ah ouais, non, moi, je vois pas d'homme. Ici, peut-être, là? C'est que tu vois Sarah, tu vois une grande silhouette chauve avec des très longs bras et un costume cravate? C'est Asvold. Sarah, parle-nous. C'était pas ça la ref, Ah mais merde, c'est quoi la ref? c'est Slenderman. Ah non, j'ai pas. Attends, je vois ici. Ici, tu vois un homme, toi? Là? Ah ouais? Ah, Ah, je vois, je vois un peu, je mais vois, ouais, non, ça me vient je pas. vois. Ok. Ça y est, je l'ai. C'est pas voulu. Peut-être qu'on le verrait Je me pas dirai plus si qu'une fois. on avait l'œuvre devant nous. Peut-être qu'il y a le côté un peu crade de l'image Hmm. internet. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, certainement. Quoi d'autre? Jean Georges Chirac? Chiras. Hop là. Alors, Georges Chirac, son vrai nom c'est Je Georges laisse Chiras Harold, hein, je III. laisse Harold faire le boulot. On aime bien Très bien. l'entendre parler. Donc Georges Chirac, né 19e et mort au 20e siècle, en 42, qui est quelqu'un, comment dire, qui est né en Pennsylvanie aux États-Unis, qui a été élevé un peu classique campagne pennsylvanienne à chasser, à pêcher avec son papa, et qu'il a appris la photo. Donc photo qui est à l'époque un art qui se développe. Bon, 59, quand il a commencé, Mhm. ça commençait déjà à être pas mal. Et en fait, quand il a découvert la photographie, il a complètement abandonné la chasse et la pêche pour se consacrer uniquement à la photographie. Il pouvait plus chasser traditionnellement. C'est la première personne qui a utilisé des pièges photos et la photographie au flash pour photographier la faune sauvage. Ah Donc, il oui. travaillait de nuit et il travaillait avec une méthode qui était inspirée des natifs américains de la chasse Mhm. des natifs américains de Pennsylvanie. C'est-à-dire qu'il se baladait avec son appareil photo sur une pirogue, sur un petit bateau. Vous avez des photos, j'ai pas pensé à en mettre, mais c'est assez impressionnant. En plus, le machin de l'époque, c'est immense. Et il prenait des flashs, il prenait des photos comme ça. Il se baladait avec une petite flamme, une petite loupiote, tout petit, assez pour intriguer les animaux. Mhm. Et quand il repérait les formes, il déclenchait le flash. Ah. Donc on a des photos comme ça de nuit qui sont absolument superbes. Tu peux peut-être passer à la photo suivante. La photo suivante, ça, on dirait vraiment du Gustave Doré, du Eva Jospin Ouais. et ce cerf qui se retourne surpris. Plein de photos comme ça Tu d'animaux peux surpris redonner dans la le, date? dans le mouvement. Ouais, alors il est mort en 42, donc la plupart de ses œuvres, ouais, c'est 1900 et quelques. Ok, donc c'est 1900, Georges Chiras. 1930. Donc Chiras, Georges Chiras S. III, Ah oui, Georges Chiras, toi, pardon. c'est son vrai nom. Shiras. Chiras, mais Est-ce que- voilà, merci. ouais. Et non pas Jacques Chirac, rien à voir. Non, rien à voir. La troisième? Non, c'est bon, je voulais juste montrer la. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de cerfs, mais voilà, je la trouve assez jolie. La Elle est troisième, c'est belle, ouais. un lynx. Pour moi, c'est un gros Regardez-moi, chat. C'est juste un gros chat, regardez-moi je ces pense. grosses patounes. Mais oui, C'est c'est trop hyper mignon. impressionnant, les pattes de lynx. Ouais.
Regardez Ça ça, peut te le démonter la tête, mais c'est très bien. petit bébou. Regardez les petites patounes. Beaucoup. Le petit bébou. Ça, c'est beau, ça. Oh, ça, c'est beau. Oh oui. Ouais. Partie féroce. Pas tant, hein. Attends. Pas tant. Karen Knorr, pour rester sur l'approche, on va dire, Oui. naturaliste, quasiment. On dirait Karen tellement des Knorr, photos plus récentes. Oui, c'est très contemporain. Ouais. Tout à c'est fait. vraiment, ça a été un pionnier dans ce qui se fait maintenant, quoi. C'est assez Ouais. hallucinant de se dire qu'il a développé tout ça à son époque. Eh ben, le bébé, il peut te croquer. Mais non. Oui. Mais non. Allez, là, que c'est pas giga agressif. Je pense qu'il faut pas trop les emmerder. Ouais. Karen Knorr, américaine, américaine contemporaine. Je viens de checker, elle a 72 ans. Donc voilà. On parlait du musée de la chasse, ça pourrait être complètement au musée de la Ouais. chasse. Karen Knorr, elle travaille, elle est artiste, photographe et taxidermiste. Donc elle fait elle-même, voilà, c'est taxidermie. Et elle fait beaucoup de séries de photos où elle remet des animaux sauvages dans des lieux qui sont, voilà, qui sont généralement assez évocateurs, assez chargés d'histoire. Et elle fait des espèces de jeux de mise en scène comme ça qui évoquent souvent le colonialisme, le néocolonialisme, le féminisme. Elle va essayer de brasser des termes modernes, thèmes, je vais y arriver, modernes en exposant ce genre de trucs. C'est là qui s'appelle Banner, par exemple, donc bannière avec voilà, des peintures derrière de princes et de rois conquérants et ces deux cerfs qui se battent au milieu. Mais c'est assez. Moi, j'aime bien quand c'est un peu déroutant comme ça. Vous arrivez dans la pièce, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Puis après, vous regardez autour et puis vous comprenez petit à petit, vous arrivez quand même à faire le fil rouge, vous voyez? Entre ce qui se passe au centre et ce qui se passe sur les murs. On arrive quand même à piger un petit peu le rapport entre les choses. Après, bon, vous avez le nom de l'œuvre et tout, et là, je pense que ça se concrétise vraiment, mais voilà. Après, on avait Est-ce qu'on peut voir sa deuxième, juste rapidement, pardon? Il y en a une. Ah Qui est oui, intéressante si. aussi. J'avais pas vu que tu en avais mis une deuxième. J'en ai mis deux. Ah oui. Alors, sous réserve de l'approbation de Sam, Monono Aware, je crois que c'est une espèce de proverbe locution japonaise qui parle de le fait que tout est éphémère. En fait, que l'éphémère, c'est une constante. C'est un peu Ah oui, paradoxal. ok, mais oui. vous voyez l'idée? Ouais. C'est la permanence de l'impermanence. Genre l'instant que l'on vit est déjà passé. J'en sais rien, moi. Ah si, l'éphémère, c'est ça, pas, c'est que pas, tout soit éphémère. pas. Non, mais c'est le commentaire de Sam. Oui, c'est le fait qu'en... Ah, pardon. Ça veut dire... Enfin, la locution, comment dire, exprime que la seule chose qui reste, étrangement, c'est le côté éphémère de toute chose. Ok, La seule constante, c'est le fait que les choses bougent tout le temps. ok. C'est très mélancolique. L'effet philosophique, oui, est très mélancolique. Donc on a cette femme qui pose avec le héros empaillé devant, tout en ayant autour d'elle des peintures de... C'est une vraie personne qui pose ou c'est Il me semble que c'est une vraie personne qui pose. Elle a fait plusieurs... de mise en scène comme plusieurs ça? trucs comme ça, mise en scène avec Ok. des gens. Ouais. On continue au pas de course avec les deux à sa gauche. Asui Kawase. Oui, trop beau. Ces deux estampes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors lui, Ça il aussi, vient c'est juste assez après étonnant. Okusai. Vas-y. Ouais. Et, Il est mort, à peu près comme Georges Chirac, je crois qu'il est mort en 42. 57, j'ai rien dit. j'ai pas, moi je connais pas tant de choses sur lui, juste que lui il est après Okusai et que en gros c'est un peu lui qui a modernisé, on va dire, l'estampe. Et quand on voit son travail, c'est tellement contemporain, je trouve. On est presque dans de l'illustration de bande dessinée. À voir, oui. Et pour ça, c'est vraiment, je sais pas, je trouve qu'en termes de couleurs et tout, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. J'ai entendu à peu près comme Jacques Chirac pour la date de la mort et ensuite 42, j'ai bien bugué. Jacques Chirac 3. Qui est mort en 42, comme chacun sait. Ouais, je sais pas si tu as des choses à rajouter, mais juste. Ah, en fait... si, non, pas pour. Ok. En fait, globalement, on vous montre des choses et juste pour vous dire, regardez comme c'est beau. Regardez, c'est très beau. Globalement.
C'est pas ça le Globalement, but? c'est ça, hein. On n'a pas tant de choses à dire dessus, juste on aime bien, on veut vous le montrer. Peut-être vous aurez un avis. Voilà, c'est juste pour que vous ayez la curiosité, peut-être, après de vous dire ah tiens, ça c'était quoi déjà? Et bien sûr, si vous avez besoin de références, parce que c'est vrai que les noms n'apparaissent pas, il faudrait que je trouve un meilleur moyen pour ça. Hmm. Les noms n'apparaissent pas, mais si jamais vous avez besoin de références, n'hésitez pas à les demander sur Discord, dans le flou de principal. Ça pourrait être intéressant de les mettre en ligne d'une façon ou d'une autre sur les réseaux ou Oui, tout à fait. un truc comme ça. Leur Ouais, faire un ouais. post à chaque fois ou plusieurs Ouais. d'ailleurs. Ouais, ouais, tout à fait. Peuvent révoquer, etc. C'est super aussi de diversifier son œil. Bah, on essaye. À chaque fois, je peux vous dire que l'emmerde absolue, quand on prépare les Jamais trop tard, Hmm. c'est de réussir à trouver des artistes qui ne... En fait, c'est de réussir à faire en sorte que notre œil européano-centré ne le soit pas. Et Hmm. malheureusement, ben, on est entraîné par nos études. Donc, on essaye de faire des Ouais. recherches pour trouver des artistes. Ben, Le juste, truc qu'on essaye de déconstruire à chaque fois, c'est essayer de pas intégrer que des artistes européens et essayer de pas intégrer que des mecs. voilà, c'est ça. Qui est Et malheureusement pas l'approche qui est évident. C'est pas évident. un peu trop centrée. Ouais. C'est étrange. Et ben, on va finir par Jengar, Bon, c'est le bon, ouais. tous les premiers. Ouais. Donc, Ça, ce sont puisqu'on des parlait œuvres de... qu'on a vues Ouais, on a eu la chance de voir quelques-unes au Musée Cartier en à la 2012. Fondation Cartier, ouais. Fondation Cartier. Donc, Jengar Shin Shyam, un artiste assez fascinant. C'est un artiste indien, plus précisément, c'est un artiste Gond, G-O-N-D. Mhm. Je fais un tout petit historique sur le peuple Gond parce Vas-y, que vas-y. j'ai vraiment passé 2 heures cet après-midi à tout lire là-dessus Mhm. et c'est assez fascinant et c'est le seul que j'ai envie de creuser vraiment en profondeur Vas-y, vas-y. autant. En fait, en Inde, on a une vision très homogène de la société, de voilà, Inde, religion hindoue, tout ça. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément de peuples indigènes, de tribus dites aborigènes en Inde. Et ces tribus, elles n'ont pas forcément le même héritage culturel que le reste de l'Inde. Par exemple, le peuple Gond, dont est Djangar Singh Shyam, il a enfin autant de proximité génétique avec les aborigènes d'Australie qu'avec les Indiens. Ce que je trouve assez dingue en termes de population. C'est des gens qui sont malheureusement souvent très pauvres et très ostracisés, mis de côté par le reste de la société indienne, et qui ont tendance à vivre encore dans des coins très reculés, montagnes, forêts, justement, et des endroits comme ça de l'Inde, un petit peu en dehors des villes. Le peuple Gond, lui, il vit essentiellement en montagne et dans des forêts de montagne. D'ailleurs, Gond, ça veut dire forêt de montagne, littéralement. Ça va, il sait Et pas. entre eux, ils s'appellent les forestiers. Ils se sont pas foulés, Donc mais en fait. c'est... Effectivement. Euh, Cet artiste-là, en plus, il a une histoire particulière parce qu'il y a une tradition picturale en région Gonde, notamment de peinture de maison avec des motifs abstraits, etc. etc. Et c'est un universitaire indien dont j'ai pas le nom, mais vous trouvez ça assez facilement sur pas mal de sites, qui s'est rendu en terre Gonde, donc au centre de l'Inde, pour faire des recherches vraiment sur la culture et tout ça. Et il est tombé sur une maison particulièrement décorée et particulièrement bien décorée avec ce genre de peinture. Et il a demandé, mais c'est qui fait ça? Et c'était un gamin je crois qu'il avait 8-10 ans à l'époque, peut-être un petit peu plus. Mm. Et du coup, il s'est dit, bah, c'est super, est-ce que tu veux venir étudier l'art en ville? Et donc, effectivement, il l'a suivi. Et il a développé comme ça une peinture qui a tout de suite hyper bien marché à l'international, à l'export. Et on peut peut-être passer, je sais pas, sur la prochaine œuvre, par exemple, juste pour voir un peu ce qu'il fait. C'est celle-ci qu'on Qui avait est, vue. ouais, la première, on l'avait vue. La Ah, je me première, on rappelle pas l'avait la vue. première. Moi, je me rappelle de Si, celle-ci. la première, on l'avait vue. Celle-ci aussi. Et donc, il a tout de suite hyper bien fonctionné. Et ça mélange des motifs qui sont vraiment traditionnels Gondes, des légendes aussi, et un truc qui est aussi très, très personnel et qui n'appartient qu'à lui. On retrouve souvent le motif de la forêt, forcément, des animaux étranges, fantastiques. Un côté... moi, ça me rappelle beaucoup aussi la tapisserie ou ce genre de Mais choses-là. moi, j'étais en train de Mais me, parce que... j'étais en train de me pardon, vas-y. dire, Katou, le patchwork. Ouais, mais complètement. On est dans le patchwork, là.
C'est pas du tout Mais du parce que tissu, mais on retrouve les motifs qu'on voit beaucoup dans les tissus maintenant, et etc., etc. Tu peux me redire mais parce que gong, c'est comment ça s'écrit déjà? pardon? Gong, gonde. Tu peux me dire comment? Gonde, Gonde. Voilà, gonde. Parce que c'est aussi ça, une de ses sources d'inspiration. Ouais, Clairement, le tissu, même le tatouage, hein, c'est ouais. peuple Gonde et d'autres peuples aborigènes d'Inde ont une pratique du tatouage qui est très importante, notamment chez les femmes, comme Mhm. plein d'autres cultures. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut passer à la prochaine. On a là directement une illustration d'un mythe. Voilà, l'annihilation de Sambara. À noter aussi que les peuples aborigènes d'Inde n'ont pas forcément le même système de mythologie que les autres. Ils sont pas hindous pour la plupart, Mhm. et ils ont une approche qui est animiste des choses. Donc ils estiment que toutes les choses vivantes ont une âme et un esprit, dont aussi la forêt Mhm. et les animaux. Donc il y a un rapport très différent. Et il y a aussi un gros traumatisme autour de la perte de la forêt chez le peuple Gonde, Ok. parce que globalement, avant l'arrivée de l'Empire britannique et la colonisation, eh ben, on leur foutait un peu la paix. Et ça, c'était pareil pour tous les peuples aborigènes. Et quand notre cher Empire britannique a débarqué, a foutu la merde partout, bah, ils ont rasé les forêts, ils ont déplacé les populations, et ça a entraîné tout un tas de conflits et la perte de tradition. Et il y a un vrai trauma collectif autour de la forêt et des terres perdues Mhm. chez ce peuple-là. Toujours les colombes. Bah, ouais. Bah, toujours. Toujours l'Europe, toujours la colonisation, hein, Mhm. hélas. C'est beau, hein? Djangar, il a hélas pas vécu très longtemps. Il a fait beaucoup d'expositions. Il est allé avec sa femme au Japon où il s'est installé. Et il est mort à 38 ans. Il s'est suicidé. Les raisons sont pas hyper claires. Visiblement, ça aurait un rapport avec un visa qui lui aurait été refusé. Il était assez fragile. Le fait de la Ah peur oui. d'être expulsé du Japon a provoqué ça. Par contre, il a laissé un héritage culturel qui est absolument dingue. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Puisque en fait, sa famille, notamment sa femme qui a beaucoup repris, donc là c'est une peinture de sa femme, qui s'appelle Nankuzia Shyam. On va mettre le nom. Nankuzia Shyam, je vais le noter. Vas-y. Je peux le faire Hop. hein, pendant que tu discutes si tu veux. Ouais, ok. Donc Nankuzia Shyam qui a repris beaucoup le flambeau, comment dire, qui a passé le flambeau aussi niveau technique, niveau art pictural auprès d'elle, auprès de sa famille, auprès de son peuple. Et maintenant, il y a un vrai mouvement dans le peuple gonde qui s'est mené autour de ça, qui s'appelle justement le pinceau de Shyam, où beaucoup de membres de sa famille, mais aussi beaucoup de gens du peuple gonde, se sont réappropriés son travail, réapproprié leur propre légende, leurs propres motifs. Et maintenant, c'est vraiment un genre pictural florissant, Mm. où il y a pas mal d'expositions dans le monde entier. Et il a vraiment essaimé parmi ça. Et maintenant, c'est un gros point d'appui de la conservation la mémoire du peuple gonde. Donc, ma foi, c'est assez chouette ce qu'il a réussi à faire, C'est pas un peu mal, hein. malgré lui. C'est vraiment très très beau. Et j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et Je vous laisse c'était là-dessus. très intéressant. C'est beau, hein? C'est vraiment très beau. Et on finit avec une touche très colorée et très 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 belle. Avec des motifs japonais. Oui, c'est vrai que le motif la demi-lune, là, comme ça, là, c'est un motif japonais. On retrouve beaucoup sur les tissus japonais, justement. Donc voilà, on a rush un peu la fin parce que sinon, on allait vous perdre, les amis. On a quand même fait 2 heures, hein, quasiment. C'est dur, hein, c'est dur de faire moins. Un peu hors sujet, mais c'est un peu intéressant de voir encore une femme porter le travail de son mari ou autre post-mortem. Oui, bah Exactement. ça arrive très souvent, en vérité. Mm. Ça arrive très Bah ouais, souvent. malheureusement, les sociétés patriarcales, les femmes s'effacent souvent Ouais. du vivant de leur mari derrière la figure et supportent et essayent de gérer la partie administrative, tout ça. Et puis, ben, à la mort, peine quelque chose. Mais pour moi, Nankuzia Shyam a fait beaucoup plus pour l'art gond actuel que ne l'a fait son mari, qui était son mari qui finalement faisait juste les choses comme il lui plaisait. Et elle a vraiment créé quelque chose culturellement, en fait.
Mhm. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Tout à l'heure, il y a Sarah qui m'a envoyé une illustration de Frédéric Dupin. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est une illustration de... je crois que c'est un tatoueur, non? Je crois que c'est un tatoueur que j'ai cru voir. Mais voilà, c'est une illustration du Petit Chaperon Rouge. C'était pour la forêt. Donc en effet, ça marche bien. Ouais, il y a ce truc d'Eva Jospin, du branchage Oui, qui n'a pas forcément de sens, oui, tout euh, à fait. mais Et qui forme le motif. Et on a Noctae qui nous a parlé de Lot ou Lottie, je sais pas comment on dit le prénom. Reininger, qui a fait un travail autour de l'ombre, comme ça. Et notamment une forêt quelque part. Non, je vois pas. Mais oui, Ouais, il y a des je motifs vois. végétaux quand Il y a même des un peu motifs, partout. oui, il y a des motifs végétaux un peu partout. Et là, on voit la forêt en arrière-plan. Attendez. Hop là. Voilà. C'est un enseignant, peintre, artiste. Je sais plus. Dessin au feutre, pour le coup. Ok. Donc voilà. Voilà pour vos deux petites références que vous avez ajoutées. Euh, J'en reviens quand même à l'image de base, qui était la forêt des Vajospins. Hop. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ça clôture quand même notre épisode, même si on arrive sur la fin. Je suis désolée. J'espère que ça vous a plu. On s'arrête là, pardon, pour cet épisode 8. Prochain épisode, ça sera le 14 juin. Ma foi, pourquoi pas vous faire voter. Mais j'ai envie de vous faire voter et en même temps, j'ai un artiste en tête. Mais pourquoi pas vous faire voter. J'ai Mais j'ai voté, un mais les artiste en trois tête. choix, c'est le même artiste. Hop La blague. là! Mais par contre, vous le saurez pas. Donc, il n'y aura pas d'entourloupe, vous le saurez pas. Et bien après, moi, j'ai surtout des artistes contemporains en tête. C'est ça qui est dur. Enfin, c'est... Oh, moi, j'amènerai toujours du pas Ouais, contemporain, tu me connais. c'est vrai.